Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 6e étape de la Vuelta féminine. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour cette journée, qui va faire du bien au cyclisme féminin français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a notamment des vidéos cyclisme, et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant sur la chaîne et sur YouTube tout simplement. Et ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne également à d'autres moyens, les super fans, ça c'est si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étape numéro 6. Alors, je précise que l'étape numéro 7 et l'étape numéro 8, je ne sais pas si je les débrieferai pas en un bloc de vidéo parce que le problème de l'étape de demain, c'est qu'elle arrive à 16h15 quand l'étape du Giro arrive à entre 17h et 17h30. Ça veut dire que les deux courses vont être vraiment au même moment. Déjà, je ne sais même pas si je vais pouvoir les regarder en parallèle. Il va falloir que je trouve une méthode pour peut-être les regarder en parallèle, donc ça va pas être évident. En sachant qu'il y a également des courses de Coupe de France du côté des garçons avec le Grand Prix du Morbihan. Donc ça va pas être facile pour moi demain. Ça va être une grosse journée. Mais bah, donc je ne sais pas si je ne serai pas obligé de rattraper cette étape de la Vuelta féminine un peu plus tard dans la soirée ou dimanche. Est-ce que j'aurai le temps de débriefer l'étape 7 avant que l'étape 8 démarre? Ça, c'est loin d'être sûr. Bon, journée de cette étape numéro 6 qui a démarré sur un gros rythme, plus d'une heure pour avoir la bonne échappée de 4 concurrentes qui a fait à peu près une centaine de kilomètres en tête. Et puis ensuite, une fois que la bonne échappée est sortie, donc après je crois 57 kilomètres de course, eh bien on a eu quand même assez vite un gros coup de mou au niveau du rythme de la course, c'est-à-dire que ça ne roulait plus extrêmement fort. Comme ça arrivait à une époque sur le Tour d'Italie. Sur le Tour d'Italie, on avait un début de course qui était très rapide. Ensuite, pendant 3 heures, c'était détente. Les mecs étaient à deux doigts de manger une glace à l'italienne. Et puis ensuite, ça repartait beaucoup plus fort dans la dernière heure et demie de course. Donc là, il s'est passé un petit peu la même chose. Et puis à partir de 30-35 km de l'arrivée, le peloton a commencé à accélérer progressivement et à 25-26 km de l'arrivée, là ça a vraiment accéléré très fort. Et puis ensuite, il y avait cette montée finale du côté de la Laguna Negra. Et une montée finale qui était sur une route qui était assez étroite dans la forêt. Donc il y a eu une vraie bagarre pour entrer en premier dans cette route. Et puis dans la montée finale, Grace Brown qui a fait un énorme tempo. On n'était plus qu'à une quinzaine de filles à peu près derrière Grace Brown quand elle s'est écartée, remplacée par Demi Vollering elle-même qui a décidé de faire le tempo. Et elle fait le tempo pendant 1 kilomètre et puis derrière elle arrête, elle demande à ses équipières de venir, ses équipières qui ne viendront jamais. Alors peut comprendre du côté de Marlene Reusser. Par contre, du côté de Niamh Fisher-Black, j'ai un peu plus des doutes là-dessus. Et Vollering qui était assez énervé à l'arrivée de cette épreuve. Et puis derrière, Vollering donc accélère. Longo Borghini n'arrive pas à suivre alors que Longo Borghini était dans sa roue. Donc Evita Music est obligé de faire un effort pour revenir dans la roue de Demi Vollering. Elle réussit à prendre la roue, elle s'accroche. Et puis elle arrive à battre la néerlandaise au sprint, peut-être sa future équipière. On rappelle que les rumeurs nous indiquent fortement que Vollering serait en partance du côté de la FDJ Suez. Eh bien, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou. Première coureuse au top, Evita Music. Evita Music, deuxième victoire d'étape sur un grand tour pour Evita Music. Après une victoire d'étape sur le Giro, c'était en 2020. C'était une victoire qui n'avait pas fait grand bruit. Déjà parce qu'on était en pleine période Covid, donc c'était pas forcément évident. Il y avait toutes les courses un petit peu qui s'enchaînaient. C'était un vrai bordel pendant 3-4 mois pour suivre tout ça.
Et puis, ensuite, Evita Music, elle avait eu des problèmes de genoux. Et puis après, elle avait repris sa carrière dans un premier temps en étant équipière de Marta Cavalli. Et puis ensuite, elle est devenue leader. Et puis l'année dernière, sur le Tour de France, il y a ce coup d'arrêt. Après, pourtant, une 4e place ou 5e place, je ne sais plus, sur la Flèche Wallonne. Une fin de saison qui n'est pas évidente, même mentalement pour elle. Elle en avait parlé en interview, qu'elle avait vraiment souffert. Elle avait essayé de se reconstruire un petit peu en faisant quelques cyclocross au mois d'octobre, novembre, du côté de la France. Et puis ensuite, elle avait coupé, elle a repris. Plutôt un début de saison correct, totalement, du côté des Vita Music. Sur cette Vuelta, c'est dommage, elle perd du temps sur le coup de bordure. Ça, c'est vraiment rédhibitoire du côté des Vita Music. Comme l'année dernière, elle se fait avoir une deuxième fois. Et puis là, aujourd'hui, déjà hier, elle était bien dans la montée finale parce qu'elle n'était pas hyper bien placée. Grace Brown l'avait replacée correctement. C'est vrai qu'on en avait parlé légèrement, rapidement hier. Mais moi, j'avais trouvé qu'elle avait très très bien fini sa journée Vita Music et sa montée. Et là, aujourd'hui, elle arrive aussi à avoir un grand rythme. Elle ne suit pas tout de suite un Grace Brown. Elle n'était pas non plus super bien placée, je dirais, jusqu'à 3 bornes de l'arrivée. Et puis ensuite, elle remonte. Et puis quand Longo Borghini craque, c'est la seule qui arrive à suivre Vollering. C'est pas une petite victoire aujourd'hui de la part d'Evita Music parce qu'elle bat la meilleure coureuse au monde. Elle bat la meilleure au monde. Aujourd'hui, Vollering, tout le monde peut le dire, c'est la fille la plus performante au monde dans ses arrivées en boss. Elle a battu la meilleure au monde. Voilà. Dans un domaine où en plus elle est vraiment au top. C'est-à-dire que Vollering, dans ces arrivées-là, encore une fois je le dis, entre les montées de 1 km à 8-9 km, c'est vraiment là où elle est très très forte, Demi Vollering. C'est dans ces montées, je dirais, de deuxième catégorie qu'on pourrait qualifier pour les garçons. C'est là où elle est très très costaud. Et battre Vollering dans ces circonstances-là, c'est du très lourd. J'espère que ce soir, ça va médiatiser un petit peu ce Tour d'Espagne féminin et surtout le cyclisme féminin français avec cette victoire. Rappelez qu'il n'y a pas que le Tour de France du côté du cyclisme féminin français. Puis si ça peut donner envie à des jeunes filles de se lancer dans le cyclisme, si ça peut créer des vocations, eh bien ça sera formidable grâce à Evita Music, si elle n'avait déjà pas créé auparavant, parce qu'elle a déjà une carrière, déjà de très bons résultats, Evita Music, et on voit que c'est une fille qui progresse. Donc non, sacré bon résultat, et puis elle le fait devant sa future coéquipière. Donc là aussi, potentiellement future équipière. Donc si c'était le cas que Vollering rejoignait FDJ Suez, elle dit quand même, regarde-moi cocotte, je vais pas simplement être une faire-valoir, je vais pas simplement être une lieutenant. Faudra que tu te méfies parce que je suis capable de vouloir te chipper ta place et on va pas te dérouler le tapis rouge aussi facilement que à quoi tu pourrais t'attendre du côté de Demi Vollering. Deuxième concurrente top, Castelline, encore une fois une Alpecin Phoenix qui fait une très bonne course. Alpecin Phoenix, il y en avait je crois 2 ou 3, 3 dans les 20 dernières de cette montée. Donc ça montre quand même une équipe qui progresse beaucoup depuis un an et demi. Parce qu'avant c'était une équipe qui était plutôt parmi la deuxième moitié du World Tour, on va dire. Il y a cette première moitié du World Tour où vous avez FDJ Suez, où vous avez des structures comme SD Works, comme Canyon SRAM. Puis vous avez des équipes qui sont un peu moins fortes. En World Tour, il y a des différences de niveau assez fortes. Et c'est vrai que cette équipe Alpecin Phoenix, on en parlait hier, fait quand même du très bon boulot. Et Castelline, là aussi, c'est une fille qui a des très bons résultats. Hop là, je suis pas sur la bonne fiche. Là, je suis sur la fiche de la présentation du Giro. À 26 ans, c'est une fille qui obtient de plus en plus des bons résultats. Quand on voit 2022-2023, c'est de mieux en mieux. Et depuis que son équipe est en World Tour, c'est là où elle a beaucoup progressé. Hier, elle fait deuxième. Aujourd'hui, elle fait troisième. Donc, c'est vraiment l'une des filles fortes de cette Vuelta. Dommage, elle aussi, qu'elle ait perdu du temps, Castelline, sur les coups de bordure.
parce qu'elle se retrouve seulement 9e du général, donc même derrière Evita Music. Il y avait aussi eu du temps de perdu sur le contre-la-montre par équipe. Donc ça c'est dommage parce qu'elle fait encore une très belle journée, Castelline. Elle n'était pas du tout dans la roue de Demi Vollering. C'est peut-être là où elle fait une erreur parce qu'elle part avec un petit temps de retard. Et autant Evita Music, elle a réussi à prendre assez vite à faire le jump sur Demi Vollering. Ça n'a pas été le cas de Castelline, qui n'a peut-être pas osé aussi faire le jump. Parce que des fois on a un petit peu peur d'exploser complètement et on ne veut pas complètement exploser, surtout quand la veille on a fait un bon résultat. Donc, mais c'était plutôt pas mal quand même aujourd'hui Castelline du côté de la Phoenix. Parce qu'à chaque fois je dis Alpecin, Phoenix, non c'est Phoenix de Koninck. C'est l'autre sponsor, c'est l'autre co-sponsor. Je m'excuse, je me suis trompé. Voilà, c'est Phoenix de Koninck et pas Alpecin, Phoenix. Ça c'est l'équipe, c'était l'ancien nom de l'équipe chez les garçons, Alpecin Phoenix. On continue avec Vollering. Vollering qui était très énervé à l'arrivée et pourtant elle fait une belle étape. Du côté du général, elle consolide sa première place. Désormais, son adversaire numéro 1, c'est Longo Borghini. Elle est à 56 secondes. Donc ça commence à faire un petit écart, en sachant que demain, à part coup de bordure phénoménal, on n'aura pas de changement, ça sera statu quo. Donc pour la dernière étape, où Longo Borghini aura peut-être du mal en plus sur une longue montée, eh bien c'est plutôt pas mal. Si on regarde Jeanne Marcus est à une 14, Juliette Labousse est à une 38. Evita Music n'est pas la fille la plus dangereuse, elle est à 2 minutes 42. Vollering, elle a plutôt bien couru dans un premier temps, elle laisse faire Grace Brown. Ensuite, elle se met en tête du groupe, mais elle ne fait pas un gros tempo en tête du groupe. Je crois qu'elle attendait vraiment que ses équipières fassent ce tempo. Alors, on voit que Marlène Reusser a été lâchée assez vite. Par contre, Fisher Black, elle avait les capacités de faire le tempo. Alors, est-ce que du côté de SD Works, on a voulu prendre l'avantage du côté du classement par équipe et donc chacune joue sa carte. Est-ce que, je ne sais pas, on reproche le départ de Demi Vollering parce que ça s'est vu dans d'autres formations, notamment chez les garçons, donc ça ne m'étonnerait pas chez les filles également qu'il y ait certains managers qui ne soient pas contents que leurs leaders partent vers d'autres cieux pour renforcer des adversaires. Donc on a du mal à savoir ce qui s'est passé, mais vu comment Demi Vollering était pas contente à l'arrivée, c'est que ça s'est pas du tout déroulé comme elle le souhaitait. On l'a vu notamment parler dans l'oreillette, ce qui est assez rare dans une montée, surtout à 3 bornes de l'arrivée. Donc il y a vraiment un truc qui ne s'est pas passé correctement du côté de Demi Vollering. Ça lui a coûté de l'énergie, certainement, face à Evita Music. Et surtout, elle était très, très, très énervée à l'arrivée. Donc, on verra comment ça se passera après cette victoire sur la Vuelta. Parce que c'est pas une course si facile que ça pour Demi Vollering. Mais là, elle était vraiment pas contente du tout. On le voit, elle fait demi-tour parce que il fallait passer à la ligne d'arrivée et ensuite le podium était un petit peu plus bas. Elle a fait tout de suite demi-tour. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas attendu, je pense que la 10e concurrente Kim Katzo passait la ligne, elle faisait déjà demi-tour. Ce qui montre bien que, et elle était très énervée, on la voyait sur son vélo, qu'il y a un truc qui ne s'était pas passé comme elle le souhaitait, et peut-être qu'en plus le soigneur à l'arrivée a peut-être dit un truc qui n'était pas sympathique, mais il y a un truc qui s'est passé à l'arrivée qui lui a pas plu. Et puis je voulais signaler comme dernier top de cette journée, une coureuse polonaise de l'équipe WinSpace. Alors l'équipe WinSpace, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'ancienne équipe du stade Rochelet qui a changé de sponsor, qui a changé de nom, tout simplement. Et cette concurrente de l'équipe WinSpace, donc Perekitko, prend une belle 17e place aujourd'hui. Alors c'est une fille qui grimpe bien parce qu'elle avait déjà fini 15e du Tour d'Extrémadure, 3e de la Women's Cycling Pro Costa de Almeria et puis surtout 9e du Grand Prix féminin de Chambéry, qui est une course où il y a pas mal de boss sur ce parcours. Donc c'est bien pour la WinSpace parce que ça va les médiatiser un petit peu et ça peut peut-être permettre à cette formation d'obtenir des participations à des
plus grandes épreuves. Winspace, qui est, voilà, vous avez 2 Chinoises dans l'équipe, 2 Polonaises, et puis vous avez les Françaises, notamment Noémie Abgral, Julia Aubry également dans cette formation, Constance Valentin. Donc voilà, c'est un bon petit résultat sur cette épreuve. De toute façon, c'est la Polonaise qui a obtenu les meilleurs résultats dans cette formation, avec à l'intérieur un assistant directeur sportif, Jérémy Bellico. Jérémy Bellico qui a été notamment coureur chez Intermarché, qui a été au CC Études, qui était un coureur assez prometteur. Voilà, Jérémy Bellico, et puis qui n'a pas réussi du côté des catégories élite chez Intermarché. Ça fait partie des coureurs qui se sont retrouvés en élite au moment de la Covid, et ça a été très compliqué pour pas mal de coureurs. Voilà, après son passage au CC Études, donc il est désormais assistant directeur sportif de cette formation. Allez, on passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne pour cette journée. Je commence avec... alors, j'espère ne pas écorcher, parce qu'à chaque fois, j'écorche son prénom. Donc il faut... Voilà. Kristen Faulkner. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à dire Kirsten, alors que c'est Kristen Faulkner, l'américaine. Bah, je m'attendais pas à ce qu'elle craque, parce que vu le numéro qu'elle nous avait fait il y a 2 jours du côté de Saragosse, où elle avait fait un sacré numéro dans le final, surtout qu'hier Raka, elle était encore plutôt dans le coup, 11e, et là ça a été beaucoup plus difficile sur une montée un petit peu plus longue, il faut le dire aujourd'hui. Elle a eu du mal à s'en sortir. C'est dommage, parce qu'elle avait fait un début de saison, notamment 2e du Trofeo Pomante in Rosa. C'est une fille qui a également remporté 2 belles étapes sur le Giro en 2022, et des étapes qui n'étaient pas forcément faciles. Donc je m'attendais, voilà. Et puis c'est une fille qui a fait des classements généraux sur le Tour du Pays Basque, le Tour de Suisse également. Et aujourd'hui, elle est passée à côté. Elle est passée à côté de cette étape. Alors peut-être un petit peu de fatigue, tout simplement, pour Kristen Faulkner. Peut-être pas encore au top de sa condition physique. Il y a peut-être des objectifs cet été. C'est une fille qui pourrait être dangereuse sur le parcours des Jeux Olympiques, parce qu'elle est capable de faire des raids solitaires très longs. Donc autant vous dire qu'avec un parcours où au maximum on sera 4 par équipe, s'il y a un petit peloton qui part et qu'il y a Faulkner à l'intérieur, faudra s'en méfier, je dirais, avec cette expression de vieux, comme du lait sur le feu, parce que sinon ça va casser la plaque de cuisson. Et là, du côté de Kristen Faulkner, il faudra faire vraiment attention à elle dans le final, alors qu'il y a une mouche qui a décidé de m'embêter. Les mouches se sont réveillées aujourd'hui. Donc Kristen Faulkner, oui, une fille qui sera dangereuse, très dangereuse pour le parcours des Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, ça ne l'a pas fait, elle est passée à côté. Bon voilà, dommage. Mais on voit quand même l'intelligence de cette coureuse, c'est qu'elle l'a senti assez vite qu'elle n'avait pas les bonnes jambes, parce qu'elle a placé tout de suite Kim Katzo. Ouais, c'est que je pense qu'elle savait qu'elle n'était pas dans une grande journée, qu'elle n'avait pas des bonnes sensations, ce qui a permis à Katzo quand même de finir 10e de cette étape. Mais au général, c'est vrai qu'elle dégringole au classement. Elle est désormais 10e à 3,29, juste devant sa coéquipière Kim Katzo. C'est la fille qui fait la moins bonne opération, avec également Smulders, la néerlandaise, qui perd 11 places aujourd'hui. Et Liane Lippert, qui est la 2e flop de cette journée. Liane Lippert, ça va pas beaucoup mieux que lors des derniers jours. Je dirais que c'est même pire aujourd'hui, parce qu'elle a explosé d'entrée. Donc ouais, elle est pas au top totalement de sa condition physique, Liane Lippert. Ça c'est le problème, encore une fois, comme je le disais, quand vous reprenez aussi tardivement dans la saison. Les autres filles, elles se sont pas arrêtées. Et puis reprendre sur un grand tour, même si chez les filles les grands tours ne font que 8 jours, c'est reprendre sur la course où il y a peut-être le plus de densité au départ, avec un monument. Donc repartir sur une épreuve comme celle-là. Alors je peux comprendre du côté de la Movistar, parce que c'est la seule star aujourd'hui du côté de l'effectif. Ce qui montre aussi que on s'est tellement contenté de Van Vleuten pendant des années qu'on a oublié peut-être vraiment de préparer l'avenir. Alors on avait recruté Liane Lippert à la Sunweb. On s'aperçoit que Liane Lippert, quand elle est bien seule dans cet effectif, et surtout Liane Lippert, quand elle a été blessée en début de saison, il n'y avait personne. Surtout que vous avez des filles comme Sierra
qui ont du mal à performer, à être au top et avoir des super résultats. C'est vrai que la Movistar depuis le début de saison c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Je sais même pas s'il y a eu une victoire, vérifier ça. Si, il y a eu 5 victoires, notamment Olivia Baril, Patigno en Colombie et puis le Tour d'Extremadure pour Measuring avec une étape. Mais je trouve que c'est quand même difficile pour le moment le début de saison. Et Eliane Lippert, on l'a mis sur la Vuelta parce que c'est la star de l'équipe et qu'on est sur une course espagnole et que voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Mais bon, derrière, les résultats sont pas là et puis ça la met on l'envoie un petit peu au casse-pipe quoi. Eliane Lippert, on l'envoie au casse-pipe parce qu'elle a fait une fracture de fatigue. C'est-à-dire, je pense qu'elle n'a pas pu s'entraîner pendant très longtemps parce que fracture de fatigue, c'est parfois compliqué à se remettre en place. En plus, c'est arrivé en janvier, je crois me rappeler. Donc vraiment, pas la bonne période de l'année pour avoir ce genre de soucis. Et l'envoyer comme première course de la saison sur la Vuelta alors qu'elle est peut-être encore un petit peu légère en termes de conditions physiques, oui, c'est une énorme prise de risque et on voit que là c'est compliqué. L'avantage pour Eliane Lippert, c'est qu'elle arrivera avec de la fraîcheur sur la deuxième partie de saison, à part si on l'oblige à enchaîner les jours de course, notamment à faire le Tour du Pays Basque ou à aller sur le Tour de Burgos du côté du mois de mai en Espagne. Mais elle devrait arriver un peu plus fraîche que d'autres concurrentes, notamment sur le Tour de France, pourquoi pas également sur le Giro, ce qui pourra lui permettre d'aller chercher des étapes déjà sur le Tour de France, mais également les Jeux Olympiques. Elle, c'est quand même l'une des meilleures puncheuses du peloton, donc il faut faire attention, surtout que ça sera la leader du côté de l'équipe d'Allemagne. Oui, je vois pas qui d'autre pourrait tenir ce rôle-là dans cette formation. Puis je termine avec la UAE. 19 et 20 aujourd'hui pour la UAE. On en parlait, c'est une équipe qui a quand même du mal à avoir des grands résultats. Équipe qui avait commencé à être allée BTC au Ljubljana ou allée Cipollini. C'est vrai que tu t'aperçois qu'en dehors de Persico et de Chiara Consoni, Magnaldi aujourd'hui c'est plus si fort que ça. Zwinkels, ouais, c'est pas une mauvaise baroudeuse, mais dans le cyclisme féminin, les baroudeuses ont quand même du mal à obtenir des résultats. Un Mialoussi qui est plus aussi fort qu'avant. Bugiac, le poids des ans commence à se faire sentir. Gasparini, c'est un peu jeune, un peu tendre encore. Wlodarczyk, Dominika Wlodarczyk qui est polonaise. En termes de résultats, il y a eu beaucoup moins de... Enfin, si, elle a eu quelques résultats, Wlodarczyk. Parce qu'elle était dans une équipe Conti l'année dernière. Wlodarczyk, qui a le même nom que la lanceuse de poids, de marteau, je sais plus, Wlodarczyk. Je sais même pas si c'est pas du disque. Je suis en train de... Peut-être de... Oui, c'est du lancer, ça je confonds des fois. Qui a fait 11e du Tour de l'Avenir, vainqueur du Vasterley Women Challenge du côté des espoirs, deuxième du Princesse Anna Tour du côté de la Pologne, et deuxième du Tour de féminin en République tchèque, et cinquième du Tour de Bretagne, également les 10. Voilà, pour cette concurrente. Mais ça reste léger, on voit qu'on mise un peu sur les jeunes. Mais on a du mal à obtenir des résultats. 4 victoires, la classique du Morbihan qui a été remportée par Gasparini aujourd'hui. Vous avez le championnat des Émirats Arabes Unis, Chiara Consoni et Gasparini. Donc c'est Gasparini qui obtient des résultats, mais elle est jeune, Gasparini, 22 ans seulement. Donc il va peut-être falloir attendre avant de lui mettre trop la pression sur l'italienne. Donc en dehors de ces filles-là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en termes de résultats, je trouve, du côté de la UAE Team Emirates. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. 7e étape de la Vuelta, et là on est totalement sur une étape de transition pour cette 7e étape après 2 jours, 2 arrivées au sommet avant une étape très difficile qui clôturera la course dimanche. Et bien une étape beaucoup plus plate de 139 km entre Sant Esteban de Gormaz pour nous emmener à Sigüenza. Alors on pourrait croire que le parcours est tout plat, oui, mais il faudra se méfier du final. Très clairement, où ça sera pas évident du tout. Si on regarde bien,
Début de journée assez plat. Je pense qu'on aura à peu près la même configuration qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des routes assez larges, pas beaucoup de public, pas beaucoup de villages en fait au final traversés. Sur cette journée, un sprint intermédiaire à Barahona au kilomètre 98. Est-ce que le réalisateur arrivera à le filmer? Ça, c'est la grande question. Et puis une petite descente avant d'arriver vers Sigüenza. Pourquoi je vous disais qu'on a l'impression comme ça que c'est tout plat? Si vous voyez bien là, hop là, petite bosse vers Sigüenza. Et oui, le sprint ne sera pas tout plat. On le voit tout de suite avec une bosse vraiment dans le dernier kilomètre et ça monte très fort dans les 500 derniers mètres, 300-500 derniers mètres. Ça monte de plus en plus fort en fait au fur et à mesure qu'on arrive vers l'arrivée. On nous indique 700 mètres à 6,7% pour cette rampe finale, donc pas forcément évident pour les sprinteuses du peloton. Il faudra se méfier bien entendu de Marianne Vos parce que sur ce type d'arrivée-là, elle peut être très forte, mais faire attention à des puncheuses qui voudraient tenter leur chance, des Vita Music, des Demi Vollering, parce qu'on arrive aussi en fin de course et bon, ça va pas être évident pour une Charlotte Cole cette arrivée-là parce que je suis pas sûr que ça lui convienne parfaitement. On se retrouve alors demain ou peut-être qu'on fera un regroupement des deux étapes lundi pour ce débrief de ce dernier week-end de cette Vuelta parce que vous le savez, il y a le Giro et le Giro va quand même être prioritaire par rapport à cette Vuelta féminine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.